Bonjour à tous. Juste avant de commencer cette web conférence, je vais juste effectuer un petit test technique pour savoir si vous m'entendez tous bien. Je vous demande juste quelques instants. Ça a l'air de fonctionner. Alors nous pouvons démarrer. Je vous remercie de vous connecter peu à peu. Je souhaite la bienvenue à l'ensemble des participants qui nous rejoignent pour cette web conférence sur la cartographie des risques juridiques. Je me présente, vous ne me connaissez pas encore, je suis Camille Roger et je reprends la suite donc sur cette communauté des juristes publics et j'ai le plaisir d'animer cette toute première webconférence pour moi aujourd'hui. Je ne suis pas seule puisque à mes côtés se trouve Maître Landau que je vais faire apparaître sur l'écran dans quelques secondes. C'était le numéro 2. Voilà. Hello là. Bonjour à tous et bonjour Camille. Merci à tous. Merci Maître Landau d'être ici pour nous parler donc de la cartographie des risques juridiques. Je pense que les questions seront très nombreuses. On les prendra au fur et à mesure si ça vous convient ou en fin de conférence si vous préférez. En tout cas, je vous ferai signe lorsqu'elles arriveront. J'en profite pour prévenir nos participants que vous pouvez utiliser comme d'habitude le module de questions-réponses qui se situe en bas de votre écran. Et surtout, prévenez-nous si vous avez un problème de connexion, si ça coupe. Voilà, on sera très attentif à tout cela. Je ne vais pas être plus longue pour cette présentation puisque Maître Landau va très bien nous parler de la cartographie et je vais le laisser démarrer tout de suite. Merci beaucoup et puis bonne conférence à tous. Bien, merci beaucoup et effectivement bienvenue à tous pour cette cartographie des risques juridiques. Alors, on n'est pas en train d'envisager une carte au trésor ou aux catastrophes qui serait la même carte pour tout le monde. Il s'agit bien pour chacun de faire sa carte. Alors au début, on se dit, bon, allez, on connaissait les questions de risques juridiques et les questions de cartographie, finalement, c'est un réemballage de choses déjà connues, mais présentées sous une forme graphique ou cartographique. Non, 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 non. C'est beaucoup plus subtil que ça et beaucoup plus intéressant et surtout beaucoup moins pipeau que ça. Alors, donc, l'image est en plein comme ça. Donc, c'est bon. Ah, vous m'avez directement. Voilà. Donc, ok. Est-ce que vous avez une flèche ici avec la souris? La flèche. D'accord. Voilà. Vous pouvez en plein écran d'abord ? Je pense que vous pouvez. Voilà. Ce qui est à l'écran étant quand même plus intéressant que ma tronche. Allons-y. Bien, alors, on a effectivement l'idée qui est la suivante, c'est que on a un besoin constant, évidemment, d'éviter les explosions de risques juridiques. Ça, de ce point de vue-là, c'est un besoin constant, rien de neuf. En sachant que le risque zéro n'existe pas. Très bien. Mais qu'on ne peut pas faire comme autrefois au jeu de démineurs, y aller un peu au hasard et un peu par calcul en attendant qu'une bombe nous explose à la figure. Ceci dit, il y a de plus en plus besoin, mais aussi possibilité de hiérarchiser ces risques. On a tous connu ces contrôles de Chambre régionale des comptes ou ces contrôles de légalité qui soulevaient avec la même minutie et la même rigueur et la même indignation un péché véniel et un péché mortel. C'est fini. S'agissant du contrôle d'égalité, de toute manière, ils n'ont jamais eu trop la possibilité, les moyens humains et matériels de tout regarder, bien sûr. Mais eux-mêmes hiérarchisent un petit peu plus, mais les chambres régionales les comptent de plus en plus. Et de toute manière, nous ne sommes moins qu'avant encore, en période de vache grasse en termes budgétaires et financiers. Et donc l'ère où on pouvait se dire qu'on allait toujours recruter plus de juristes et dépenser plus de sous chez l'avocat est une époque aujourd'hui révolue. On peut le regretter, on peut s'en féliciter, ça n'a pas que des inconvénients, justement parce que ça oblige à hiérarchiser. Mais ce besoin de hiérarchiser n'est pas qu'une contrainte, financière notamment. C'est également conforme à l'évolution générale du droit. Vous m'auriez dit il y a 10 ans ou 12 ans, ah bon, on va hiérarchiser les problèmes lors de la passation d'un marché public, j'aurais souri. Parce que la moindre défaillance suffisait à planter un marché.
La vraie différence est entre ce qui était pénal et ce qui ne l'était pas. Mais la moindre difficulté plantait un marché. Ce n'est plus le cas. Et le droit administratif général et de nombreuses parties du droit des collectivités locales vont, et c'est une bonne chose pour les collectivités, en ce sens. Prenons toute une série d'exemples en 4 diapos. D'abord, l'aspect négatif. C'est que l'on a énormément de cas de mise en cause de la responsabilité pénale et que donc depuis que la responsabilité pénale existe, notamment en matière d'homicide de blessure involontaire, délit de pollution, mais aussi de marché public, voire d'urbanisme, enfin d'urbanisme avec beaucoup de pincettes, on a une vraie différence qui n'est pas encore assez maîtrisée par les collectivités. Souvent on se dit « Ah, c'est pas bien ce qu'on a fait, on a commis une erreur. » L'erreur, c'est du pénal ou c'est pas du pénal? Ça n'est pas relativiser l'importance d'agir dans la légalité que de signaler qu'il y a une différence entre faire du pénal ou pas du pénal. Alors, vous êtes tous là, en train de vous dire « Tiens, il baisse en ce moment chez Ideal Connaissance parce que là, le gars vient d'enfoncer une porte ouverte. » Eh bien, si vous saviez le nombre de dossiers où on voit des gens commettre du pénal dans notre métier pour rattraper ce qui n'était qu'une simple illégalité administrative qui était parfois trop tard pour soulever. Les Américains ont la langue anglaise a une expression pour le dire, c'est out of the frying pan into the fire, c'est on sort, vous imaginez, on a un petit lardon tranquille dans la poêle à frire, on est dans une situation assez difficile, et du coup pour s'en sortir, hop, on sort et on se retrouve dans quoi? Dans pire, le feu. Le nombre de gens que j'ai connus, pas mes clients bien sûr, hein, ils sont tous très bien, mais d'autres, qui par exemple vont rattraper une illégalité administrative qui peut-être n'est pas un problème. Par exemple, un arrêté préalable à une hospitalisation d'office, illégal parce que signé sans date, ce qui permet de se ménager le délai de 24 heures, qui de toute manière n'est plus un problème quand ensuite on en est dans la vraie hospitalisation d'office. Et les gens, plutôt que de rattraper une illégalité, alors qu'il y a des tas de manières de la rattraper en réalité, vont nous faire un faux, voire des faux témoignages, et là on glisse joyeusement dans le pénal. Combien de gens ne vois-je envisager, lorsque leur marché est annulé par le juge administratif, envisager d'autres solutions que les solutions légales, alors que les solutions légales sont somme toute en tout cas on le mérite d'exister, qui sont donc des contrats avec le prestataire sortant, hein, comme cela vient d'être rappelé par un tribunal administratif il y a quelques jours, vont se mettre à faire des montages super compliqués qui deviennent du pénal. Comme une très grande ville l'a fait récemment, et ça a été censuré par le Conseil d'État, et Dieu merci, pas par le juge pénal. Donc, en cas de stress, on voit encore des gens oublier cette hiérarchisation, y compris la hiérarchie de base qui est: suis-je dans un cas d'illégalité, et si cette illégalité, est-ce qu'il est trop tard finalement pour que celle-ci ait des effets négatifs, ou est-ce que cette illégalité est un problème, il faut la régler, ou est-ce que nous avons carrément une situation pénale, ou est-ce que nous avons un risque de situation pénale, et la gestion même prudentielle du dossier, pré-médiatique, n'est pas la même. Je vais prendre un exemple. Il arrive parfois que vous ayez un dossier qui, en marché public, est défendable, n'est pas trop mauvais, mais vous savez que vous allez gagner, vous devriez gagner après un long combat parce que les apparences sont contre vous. Et bien, ça veut dire que si on est sur quelque chose qui relève des marchés publics ou de l'environnement, vous serez déjà condamné par le tribunal médiatique, il y aura nécessairement une enquête préliminaire, bref, des situations qui seront difficiles à vivre avant que, en général à hauteur d'appel, on commence à faire réellement du droit. Donc, s'il y a du pénal ou des choses sensibles, et bien là aussi une hiérarchisation s'impose. Mais le droit n'est de moins en moins aussi uniformément menaçant, ce qui conduit à un besoin de hiérarchiser les risques juridiques et non pas d'avoir un uniforme zéro défaut, zéro risque qui n'existe pas dans la vie réelle. Prenons le droit administratif général.
Le principe de l'égalité, auquel évidemment nous sommes tous attachés, la main sur le cœur et la larme à l'œil, et je le dis en plus sincèrement, est de plus en plus contrebalancé par un principe dit de sécurité juridique, qui fait que le juge administratif, et on en a eu une illustration la semaine dernière par deux décisions importantes du Conseil d'État, fait prévaloir de plus en plus la stabilité du droit, au risque de garder tranquillement sous cloche des actes totalement illégaux, ce qui quand même est discutable. On l'a tous vu il y a quelques années avec l'arrêt d'Antony, en matière de vice de forme et vice de procédure. Un acte ne sera illégal, ne sera annulé s'il est attaqué en recours pour excès de pouvoir, que si ce vice constitué change quelque chose quant au résultat du contenu de l'acte ou prive une personne d'une garantie. Exemple, non, je ne peux pas purger l'absence de consultation d'un comité technique avec ce CTP, parce que ça, c'est une garantie. Voilà. Le juge, depuis 7 ans, 6 ans et demi qu'on a cette jurisprudence, a pris un certain nombre de décisions qui, franchement, rattrapent des actes dans des conditions qui tiennent du miracle juridique. Bon, c'est vrai que le Conseil d'État a tendance à rattraper un peu plus les actes de l'État que des actes des collectivités locales. Mais non, je ne l'ai pas dit. Le Conseil d'État a été, la semaine dernière, jusqu'à dire que du coup, ces mêmes vices de forme et de procédure, il a dit en des termes un peu différents, mais si j'y résume, vous savez ce qu'est l'exception de l'illégalité. J'ai un acte illégal, c'est un acte réglementaire, ou un machin qui est à mi-chemin entre les actes réglementaires et les décisions individuelles, qu'on appelle les décisions d'espèce. Si cet acte a été pris il y a, 5 ans, 10 ans, mais qu'il est illégal, je pourrais soulever son illégalité à l'occasion d'un contentieux relatif à l'acte d'application de cet acte réglementaire. Oui, je pourrais contester le versement de ma redevance au motif de l'illégalité de la grille tarifaire adoptée il y a 10 ans en ce domaine, pour une restauration scolaire par exemple. Oui, je pourrais attaquer une nomination sur un emploi au motif de l'illégalité de la création de l'emploi, au motif qu'à l'époque, on n'avait pas consulté le CT alors qu'on aurait dû le faire. Très bien. Cette exception d'égalité, vous voyez, c'est un espèce de jeu de domino, ne s'applique plus. Hop là, youpi, c'est un miracle, c'est nouveau, ça vient de sortir. S'agissant des vices de forme et de procédure. Mais en revanche, on peut continuer à attaquer la décision de l'administration consistant à ne pas reprendre ces actes de manière claire et carrée cette fois-ci pour l'avenir, semble-t-il, mais un point de débat juridique pourrait, depuis le 18 mai dernier, exister sur ce point. Il y a bientôt 2 ans, on apprenait qu'un acte individuel qui n'était pas notifié correctement, par exemple une absence totale de mention des voies de recours, par exemple, finalement on peut l'attaquer dans un délai raisonnable. Moralement, c'est pas choquant, c'est juste que le code de justice administrative disait l'inverse. Bon, c'est pas grave, on va s'asseoir sur le code de justice administrative et on va dire qu'on va l'attaquer dans un délai raisonnable. Par défaut, c'est 1 an. Parfois, ça peut être un peu plus, parfois, ça peut être un peu moins. Il y a des jurisprudences subtiles sur ce point depuis maintenant 1 an et demi. Ça s'applique également aux exceptions d'illégalité nous attendues il y a quelques mois. Bon, vous voyez, le juge est moins dur qu'il ne le fut quand même, Même dans un domaine où le juge a toujours été d'une rigidité folle, l'éthique de recette, désormais, on admet qu'une absence d'un truc aussi essentiel que le nom, prénom et qualité du signataire, ça se rattrape si ça se retrouve dans le document annexé. Là aussi, assouplissement notable. En droit des contrats, on est sur des choses plus connues. Depuis l'arrêt Smirjom, donc depuis bientôt 10 ans, on sait que nous ne sommes plus dans le tas de droit où en référé précontractuel, la simple omission, la simple erreur dans un APC par exemple suffisait à faire tomber un marché. On peut signaler aussi que le principe de loyauté contractuelle, des relations contractuelles a monté en puissance, qui font qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ne peuvent plus être soulevés par les requérants. On ne peut plus faire des recours que quand on est un tiers lésé, quand on va attaquer faire un recours contre les contrats. Alors là, il nous faudra 1 heure déjà pour expliquer ce qu'est la révolution de la jurisprudence Tarn-et-Garonne de 2014, notamment par rapport à Époux-Martin de 2005, etc. De 1905, pardon. Mais on va retenir une idée simple, c'est que le Conseil d'État admet désormais que l'on attaque les contrats en justice et non pas des actes qui servaient à adopter ce contrat,
Il permet aussi qu'on attaque les clauses réglementaires du contrat, typiquement des clauses tarifaires ou de règlement de service dans un contrat de DSP, vous voyez. Ça, c'est pas nouveau, c'est depuis la RQZD, mais on ne pourra faire ce recours que si l'on est un tiers lésé ou qu'on est le préfet ou le membre d'un organe délibérant, dans le cas de Tarn-et-Garonne. Donc, là aussi, le juge serre la vis quant au recours possible. En matière d'urbanisme, le juge vient de prendre coup sur coup 2 décisions, février et mars 2018, qui permettent donc de rattraper le coup, y compris en cours de procédure pour le temps de faire des permis rectificatifs. Le tout combiné avec la réforme du contentieux qui fait que déjà de toute manière on n'a plus qu'un mois pour instruire le dossier, etc. Enfin, demander les pièces, donc des choses assez strictes. En matière d'autorisation environnementale, la nouvelle formulation du Code de l'environnement, telle que confirmée et amplifiée par un avis contentieux du Conseil d'État de mars 2018, confirme qu'il y a des tas de vices qui sont régularisables, où on peut annuler et revenir à l'étape de la procédure où le vice s'est constitué, comme en référé précontractuel. Mais en autorisation environnementale, c'est beaucoup plus facile, parce qu'il n'y a pas d'altération de la concurrence en revenant à un stade ou à un autre de la procédure. Tous ces exemples-là, alors certains vont vous paraître formulés de manière extrêmement simpliste dans le domaine où vous êtes à l'aise, et puis peut-être sur certains de ces éléments-là, êtes-vous moins dans votre zone de confort et trouvez-vous que j'étais trop rapide et peut-être abscon. Retenons une idée simple. J'ai pris 6 séries de secteurs, et on aurait pu en prendre d'autres, où l'on constate que globalement, il y a une distinction plus nette à faire aujourd'hui qu'hier entre des illégalités qui ont un effet et des illégalités qui n'ont pas d'effet. Des illégalités qui sont rattrapables, urbanisme, autorisation environnementale, de celles qui ne le sont pas. C'est essentiel et ça conduit là aussi à hiérarchiser. J'ai une illégalité, oui, très bien. Est-ce que c'est du pénal ou pas? Est-ce qu'elle a un effet médiatique ou pas? Est-ce qu'elle peut être soulevée encore aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'elle peut constituer du pénal ou pas? Or, en un temps où justement on n'a absolument plus le rêve financièrement de s'approcher du zéro risque, alors comment hiérarchiser? Le problème, c'est que accepter de rentrer dans cette logique, c'est tout simplement accepter le principe de réalité. Entrer trop dans cette logique, c'est prendre le risque de faire n'importe quoi en droit au motif d'une démarche pseudo-scientifique, et qui en réalité ne serait que du laxisme juridique. Comment gérer, comment naviguer entre Charybdis et Scylla, comment naviguer entre ces deux dangers contraires, c'est délicat. À ce titre-là, et je suis désolé, mais visiblement mon diaporama est passé bizarrement d'une plateforme à une autre, on a le recours éventuellement des outils de management. Ces outils de management ne sont pas, vous allez le voir, du gadget. Ils peuvent parfois l'être, comme toute démarche peut l'être. Réellement, dans le domaine de la gestion des risques, que ceci soit économiques, industriels, environnementaux ou même juridiques, ils peuvent être intéressants. Revenons en arrière, une des matrices les plus connues de l'après-guerre, et qui, en tout cas moi, me sert encore assez régulièrement pour gérer ma petite boîte, c'est la matrice du général devenu président Eisenhower. Là, je vous ai mis la source d'un bouquin qui reprend toute une série de modèles classiques, et qui est un livre très intéressant. Il distingue ce qui est important de ce qui est urgent. Et dans le monde politique, Dieu sait si quelque chose d'urgent est considéré comme important alors que ce sont deux notions différentes. C'est pas parce que monsieur le maire se réveille ce matin avec une lubie qu'elle est importante. Peut-être qu'elle est urgente dans sa tête, elle n'est pas importante. Ça ne veut pas dire qu'il faut la faire en 3 semaines parce qu'on ne va pas se faire engueuler, mais ce sont des notions distinctes. Et on a tous en plus nos propres comportements de fuite. On connaît tous ces gens qui ne font que les tâches de fond, mais qui du coup négligent les tâches
urgente et qui ne prendrait que 5 minutes. Et on connaît tous les gens, et on a tous parfois ce défaut, de se focaliser sur les tâches qui prennent peu de temps pour procrastiner à l'excès les tâches qui nous font peur parce qu'elles sont grosses. Donc, pour s'aider soi-même à hiérarchiser et aider son administration ou son armée à hiérarchiser, Eisenhower, c'était sur la base en fait de phrases qu'il a dites, c'est pas lui qui a fait le diagramme, distinguait quel degré d'importance, quel degré d'urgence. Si quelque chose est important, qui n'est pas très urgent, si quelque chose est important mais pas très urgent, je me le note et je vais dire ça, je le fais à telle date avec un rappel. Si j'ai quelque chose qui est peut-être sympathique, qui est peut-être rigolo, mais qui n'est ni important ni urgent, à faire plus tard et dans la liste de tâches qu'on fera, voilà. Il y a beaucoup de gens qui programment les catégories qui sont ici pendant les vacances estivales et la trêve des confiseurs. Quitte à les faire 3 mois en avance ou en retard, c'est rarement un problème dramatique. Ce qui est important et urgent, je n'ai pas le temps de le déléguer ou de rentrer dans une organisation complexe, il faut le faire tout de suite. Et plutôt moi-même, ou en tout cas en régie, ou si je m'associe des services extérieurs, je n'aurai pas le temps d'entrer dans un management du projet compliqué. Et ce qui est urgent mais pas important, ça a été résumé par faire par autrui, pas forcément, mais il faut le faire. Si je perds un peu en contrôle, pourquoi pas. Il y a différentes manières ensuite de faire évoluer cette matrice d'Eisenhower et qui conduisent à, vous voyez, c'est la même chose, mais présentée différemment. Nous, au quotidien, dans le cabinet, c'est par exemple comme ceci qu'on l'utilise en pratique, à la fin notamment dans le pilotage de projet, avant de passer. Souvent, on passe au diagramme de Gantt, vous savez, on va faire ça en telle phase, ça en telle phase, ça en telle phase. C'est très beau, c'est très joli, ça rassure tout le monde par sa technicité. Mais en réalité, on le fera pas bien si on ne passe pas, même en interne, par cette phase-là. Alors vous allez me dire, on n'est pas vraiment dans la cartographie des risques. Non, mais dans un raisonnement qui a conduit aux différentes matrices que l'on utilise aujourd'hui pour la cartographie des risques, notamment en matière industrielle. Il y a une grille dont je vous signale l'existence, qui est la grille SWOT. Donc finalement, face à mon projet, force, faiblesse, opportunité, menace. Alors vous allez me dire, on s'éloigne. Non, on se rapproche au contraire. C'est-à-dire, j'ai tel problème dans ma passation de marché public. Je vais prendre un exemple. J'ai une structuration entre le service juridique et les services techniques utilisateurs de marché public séparés, avec une séparation stricte entre la structuration de marché et le service utilisateur. Eh bien, vous voyez que les forces, faiblesses, opportunités, les risques d'illégalité ne sont pas du tout les mêmes. Les deux sont séparés, donc le risque est que le service juridique marché se fasse rouler dans la farine avec un CCTP qui en fait ne conduit qu'à un seul brevet possible. Grand classique. Que l'on a moins si ces deux services coopèrent, ce qui veut dire qu'on fait des liens entre les deux. Oui, mais si ils coopèrent, est-ce que je ne vais pas avoir d'autres risques et de moins identifier le problème? Oui, mais dans ce cas, je peux peut-être faire un service juridique dans chaque service technique, solution des très grandes collectivités. Oui, mais dans ce cas-là, je suis tellement dans l'entre-soi que je peux ne plus avoir la séparation entre les deux avec le petit, j'allais dire flicage, comment dire, le petit élément de contrôle et de division du risque qui résulte de cette séparation. Vous voyez, donc face aux solutions que j'ai et à la gestion des risques, je vais avoir des forces, des opportunités, des faiblesses et des menaces qui ne seront pas les mêmes. Bon, les réponses que vous allez apporter pour tel ou tel problème et risque juridique ne seront pas les mêmes selon votre organisation, mais selon cette grille-là. Et cette grille-là, franchement, au stade de l'analyse des solutions, j'attire votre attention sur sa pertinence. Alors, zoomons avant, et à chaque fois j'ai mis des sources Wikipédia, non pas parce que j'avais que ça sous la main, parce que j'ai le plaisir de travailler avec des cabinets en orga qui adorent faire de la gestion de risque, mais parce qu'au moins ça m'évitait de citer une entreprise ou une autre, ou des choses brevetées ou protégées par du droit d'auteur. Donc, ce qu'on appelle l'ANDEC, c'est un outil de sûreté, de fonctionnement et de gestion de qualité, et qui en réalité va identifier
selon trois éléments classiques qui sont finalement la fréquence du risque, la fréquence de la défaillance, sa gravité et est-ce qu'il est plus ou moins détectable. Ce qui conduit à cette analyse classique, FGD, donc la détection ou pas, la gravité ou non, et la fréquence. Et derrière, on va calculer en fonction de cela tout simplement la criticité du risque, c'est-à-dire est-ce que le risque est plus ou moins critique. Est-ce qu'il a des chances d'apparaître? Est-ce qu'il est grave? Est-ce qu'il est plus ou moins détectable? On a des gens qui appliquent ce genre de graphe ensuite et qui cartographient ça ou qui le présentent graphiquement pour une centrale nucléaire ou une installation au Céveso, enfin voilà, ou une autorisation environnementale de type ICP autorisation, mais d'autres vont tout simplement le faire même pour un simple déménagement. Quels sont mes risques en déménagement? Perte de données, perte de continuité des services publics, bris de machines, etc., etc. Et les gens vont y compris calculer ce qu'ils assurent et ce qu'ils n'assurent pas à cette occasion-là. Alors évidemment, si on fait ça et qu'on est une commune de 300 habitants, c'est qu'on aime vraiment se compliquer la vie. Mais voilà. Derrière, industriellement, les gens glissent aussi vers des arbres de défaillance, enfin des choses très techniques. En réalité, nous sommes dans le monde quand même plutôt des services. Je ne parle pas de d'une usine de traitement des ordures ménagères. Et très souvent, on glisse plutôt vers deux critères seulement. C'est-à-dire que l'on a le critère de la probabilité de non-détection qui très souvent saute dans le monde de la collectivité locale pour n'en plus garder que deux, c'est-à-dire F et G. La détection, on l'a fait sauter. Alors pourquoi on l'a fait sauter? On peut estimer que c'est idiot de supprimer le critère de la détection que l'on utilise traditionnellement, notamment dans le monde industriel, pour ne garder plus que la fréquence et la gravité. Oui, mais nous sommes dans un domaine extrêmement surveillé, nous, collectivités locales. On a une opposition qui est présente. On a des chambres régionales des comptes. On a les services de l'État. On a les communes si on est une communauté ou une métropole, la métropole ou la communauté si on est une commune, etc. Donc les risques que politiquement, médiatiquement, juridiquement, les choses n'apparaissent jamais sont faibles en réalité, ou alors portent sur des choses totalement négligeables de toute manière. Donc le critère de détection, le critère D, en général saute et ça n'est pas forcément si choquant que ça. Et ça a l'avantage, comme toujours, quand on glisse de 3 à 2 critères, de glisser vers des tableaux facilement compréhensibles. Quel degré de fréquence, quel niveau de gravité. Simplement, évidemment, on ne va pas du tout avoir la même grille ensuite selon les domaines. Alors combinons ça maintenant avec le droit. Donc l'idée c'est bien d'avoir des graphiques qui ressemblent à ça. Alors après, il y a plein de manières de le présenter. Il y a même des logiciels spécialisés là-dessus, qui, pour être tout à fait franc, me laissaient au début perplexe. Et à l'usage, j'en ai pas vu l'usage sur le juridique. Mais à l'usage dans d'autres secteurs, j'ai trouvé cette démarche même assez convaincante. Nous, on est dans un domaine quand même où la démarche de la gestion de cartographie des risques est quand même assez spéciale. Nous avons énormément de normes. Ces normes nous-mêmes nous indiquent la dangerosité que nous devons estimer être celle de tel ou tel facteur, de tel ou tel risque. Je l'évoquerai tout à l'heure sur les équipements culturels et sportifs ou sur la voirie. Nous avons déjà, nous, l'obligation de faire une cartographie. J'ai mes plans de prévention des risques naturels majeurs, des risques d'inondation, les futurs systèmes d'endiguement pour lesquels je vais prendre en compte donc le nombre de personnes à protéger depuis le décret digue et également la fréquence des crues et les différents systèmes d'endiguement que j'ai qui ne sont plus qu'une logique digue par digue, bien sûr, désormais depuis le décret digue singulièrement. On a une forte pression publique. Donc, à leur rebours de tout ce que je viens de dire depuis une demi-heure, la forte pression publique fait qu'un danger, un problème mineur peut tout d'un coup devenir un problème médiatique important. Un risque juridique faible peut être politiquement fort. Donc,
si dans ma restauration scolaire, je ne cuis pas mes steaks hachés à, je sais jamais c'est 65 ou 66 degrés, enfin bref, la norme qui fait que tout va bien, on sait que le risque de détection est fort, le risque, la fréquence est plutôt forte, le risque de conséquence est fort. Bon, bah, on sait qu'on va faire zéro risque là-dessus. En revanche, on peut très bien se retrouver demain avec, j'en sais rien moi, l'organisation d'une course, d'une course à pied, avec des règles tout à fait habituelles, on a toujours passé par tel chemin en forêt, et tout d'un coup il y a un glissement de terrain, ça viendra de votre faute, alors même que c'était peu détectable, on va signaler que le département avait bien considéré que c'était dans un sentier de grande randonnée, peu importe. Ça sera l'image, l'organisateur ou la mairie sera considéré comme responsable. Donc, et la séparation usuelle entre le juridique et le managérial est également un trait fort des collectivités locales. Quand vous êtes dans le monde des entreprises, le juridique est assez éloigné du manager, d'autant que les grands dirigeants de société n'ont que rarement une formation partiellement juridique, alors que le DG d'une collectivité a en général soit une formation juridique, soit est obligé de faire du droit pour ses concours, même s'il est la filière technique. Donc, il y a une osmose entre le juridique et le managérial qui est propre au monde territorial. Mais au niveau de l'organisation, le juridique et le managérial sont encore dans beaucoup de collectivités séparés. Il y a des collectivités où le juridique est vraiment en appui, en amont de la réflexion. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et si vous êtes dans une collectivité où le juridique reste marginalisé dans un rôle de policier, alors il est évident que le passage à une gestion des risques ne pourra pas se faire puisque la matrice des risques nécessite un point de vue managérial, nécessite d'entrer dans les process, nécessite d'entrer dans comment fonctionne la collectivité, ses petits secrets, et à ce moment-là, le juridique est obligé d'être, lui, dans un état d'esprit qui n'est pas un état d'esprit que de policier, mais de facilitateur, et les dirigeants d'équipe sont obligés de rentrer dans un jeu où ils acceptent que le juridique définisse pour partie ce qu'il est possible de faire ou pas pour l'avenir. Donc ça nécessite un lien entre le juridique et le managérial qui souvent se retrouve dans la culture générale du DG, mais pas forcément dans l'organigramme et les process. Il y a donc des collectivités où le passage à une matrice des risques est quelque chose de facile, c'est naturel. Puisque le juridique interne est déjà le facilitateur, celui qui donne le champ des possibles, ou qui va essayer, non pas de rattraper le coup, mais de trouver des solutions quand il y a un problème, au lieu de dire « Ah, j'avais bien dit qu'on ne pouvait pas le faire ». Bon. Donc, et vous voyez bien dans mon propos que la faute en incombe à l'organisation, puisque si on met le juridique comme rôle de contrôle a posteriori, ce qui peut arriver légitimement dans certaines collectivités. Vous prenez, je sais pas moi, la ville de Nice qui a eu quelques difficultés dans le passé, a organisé un contrôle interne extrêmement sévère en un temps où cela a été nécessaire pour faire une opération de nettoyage. Donc chaque collectivité vit avec sa culture en ce domaine. Mais cette culture de séparation et de contrôle par le juriste induit des comportements qui ne glissent pas facilement ensuite vers une matrice des risques et une anticipation et une hiérarchisation de ceux-ci. Parfois, le droit, néanmoins, nous ramène à faciliter cette tâche. Et là, arrêtons-nous un peu plus longuement sur la loi Fauchon du 13 juillet 2000. Rendons grâce au sénateur Fauchon, mais aussi à d'autres, le sénateur Vassel, par exemple, des travaux qu'ils conduisirent à l'époque pour hiérarchiser le péché véniel du péché mortel en matière d'infraction par négligence ou d'imprudence. Nous avons eu dans les années 90, fin des années 80, années 90, énormément de gens qui ont été condamnés, de maires, d'adjoints au maire, franchement, alors qu'ils n'avaient été que d'un des maillons extrêmement faibles, mais ce n'était pas un maillon faible, excusez-moi, il n'était qu'un maillon de faible importance
dans la chaîne de la faute à pas de chance, dans la chaîne des événements conduisant à un homicide, une blessure involontaire, à un délit de pollution de l'eau ou autre. Enfin, pour la pollution de l'eau, c'était souvent une infraction spécifique, consistant à altérer la nutrition, reproduction, conservation du poisson. Et donc, les sénateurs, emmenés par le sénateur Fauchon, se sont dit, bon, il faut distinguer. Soit moi, l'élu, j'ai directement causé le dommage. Ben, dans ce cas-là, on va regarder, on va sanctionner, même quand l'imprudence ou la négligence ont suffi à constituer le délit, puisqu'on est en lien direct avec la constitution du préjudice. Soit on est en cause indirecte, et dans ce cas-là, on ne sera condamné que si on a fait soit une violation délibérée d'une obligation particulière de prudence et de sécurité, dont la méconnaissance peut entraîner un risque grave ou immédiat pour autrui, soit si j'ai commis une faute caractérisée. Ça veut dire quoi? J'ai l'obligation d'avoir des ralentisseurs. Si je mets des ralentisseurs au sol, il faut que ça soit en zone 30, qu'il y ait une déclivité indiquée, que j'ai un marquage au sol, etc., etc. Bon. Un motard se tue. Est-ce que je suis la cause directe du préjudice? En général, non. Le motard, il a roulé à plus que 30 à l'heure, sinon il ne sera pas tué. Mais j'ai violé une règle identifiée de prudence et de sécurité, et objectivement, si j'avais bien fait mon boulot, le motard ne serait pas mort. Bon, bah ok, je vais être embastillé. Je vais avoir une absence de vissage au sol ou de contrepoids pour un panier de foot, une cage de foot, pardon, un panier de basket, etc. Et la grande conséquence classique, c'est le gamin qui fait le con en se suspendant à cet équipement sportif, on l'a tous fait, sauf moi qui faisais pas de sport, et donc il en résulte des traumatismes crâniens, en général. Bon, bah ok, on est là aussi dans la violation délibérée d'une règle particulière de prudence et de sécurité. Les cas où la collectivité est la cause directe du préjudice sont rarissimes. Ça veut dire quoi? Face à un problème, la grille qui doit être la vôtre est quand, et là elle est simple, c'est une base de cartographie simple. Face à tout problème, quand suis-je la cause directe du préjudice? Quelles sont les règles particulières de prudence et de sécurité prévues par la loi ou le règlement? Si on me dit, il y a une norme AFNOR, je ne dis pas que je m'en fous, mais elle n'est pas prévue par la loi ou le règlement, sauf ces normes impératives. J'ai des normes AFNOR impératives dans un grand nombre d'équipements sportifs. Mais sur une piste de skate, c'est une norme indicative. Ça veut dire que si on me dit non, finalement, vous allez limiter les traumatismes crâniens en ne mettant pas de cornière en fer, au contraire, vous allez limiter les écorchures en mettant, puisque visiblement c'est ça le problème, eh bien, vous allez demander à des sachants, mais vous n'êtes pas dans l'obligation de respecter la norme AFNOR. Mais peut-être est-ce malin dans ces cas-là de mettre un grillage autour et de le donner à une association pour que s'il y a un problème, ça soit eux et leurs éventuels défauts de surveillance qui aient des problèmes. Pas pour se défausser, mais parce que ils veulent leur payer de skateboard, très bien, vous le leur donnez, mais c'est eux qui s'occupent des questions de responsabilité qui vont avec. Donc, prenons un exemple. Il y a, j'ai le plaisir d'écrire un bouquin sur la qualité de l'eau potable. Quand, il y a une dizaine d'années, on a eu des nouvelles normes en matière de flotte. Ces normes d'origine européenne, pour une grande partie d'entre elles, étaient des normes qui étaient déjà respectées par la France, mais c'était formulé différemment. Mais nous avions énormément d'autres normes qui étaient nouvelles, floues. La turbidité de l'eau, l'obligation, pas vraiment de risque, mais voilà, une norme floue, c'est si j'apprends qu'un distributeur privé, ça peut être un bar, hein, ça peut être un chef de famille ou une chef de famille, chez soi, distribue de l'eau qui n'est plus conforme aux normes. Exemple, j'ai pas de plomb chez moi, mais j'en ai dans l'installation individuelle. Et j'en ai beaucoup. Ça peut arriver. C'est rarissime, hein, mais ça peut arriver. Eh bien, j'ai l'obligation de prévenir l'État, à l'époque la préfecture, aujourd'hui l'ARS. Panique à bord. J'ai 40, on a identifié une quarantaine de postes de risque nouveaux qui nous tombaient dessus. Mais finalement, les cas où on était à la cause du préjudice, quasiment zéro. Les obligations particulières de prudence et de sécurité, pratiquement zéro, 2-3 petits trucs, le clapet anti-retour et tout. Ok, on le fait.
Et finalement, ce qui était à faire à court terme dans cette matrice des risques, ce n'était que peu de choses. Et pour le reste, on vérifie qu'on n'a pas fait de faute caractérisée. Je n'ai pas une norme précise me disant ce que je dois faire si j'apprends qu'il y a un problème de potabilité de l'eau dans une institution particulière. J'ai l'obligation de prévenir, je préviens, bien sûr. Est-ce que ça veut dire que je suis obligé de faire l'inspecteur Clouseau mène l'enquête dans chaque robinet de tous les usagers du service des eaux? Bien sûr que non, et ça serait d'ailleurs ruineux en Suisse d'être mal compris par les usagers. Donc, on va se contenter d'agir par sondage, de trouver des solutions raisonnables pour éviter de faire une faute caractérisée. On a, dans un grand nombre de domaines en pénal, la possibilité du coup d'identifier. Et très souvent, cette grille-là conduit à limiter les risques. Je vais prendre un exemple. Je vais faire des bornes qui montent et qui descendent pour fermer une rue. Pour le juriste de droit public comme moi, c'est un problème de droit administratif, c'est un problème de police, voilà, toute une série de règles, ok. Puis un jour, une commune nous dit, tiens, mais donc on va le faire, on a pris vos modèles de texte, maître, ok, très bien. Puis on leur dit, tiens, mais à propos, est-ce que vous êtes renseigné sur la distance de freinage, d'autant que la rue était pavée d'une part et en pente d'autre part. Ah non, non. Ils ont demandé aux deux entreprises, l'une qui posait les bornes et l'autre qui mettait le feu rouge, en sus d'un petit travail sur la formation des riverains. Et ils ont dit, ah bah non, vu l'angle, le soleil, le ceci, le cela, non, il ne faut pas le mettre là, il faut le mettre là. Et en déplaçant de 2 mètres, ils ont limité les accidents. 2, ils ont la certitude de ne pas avoir commis de faute caractérisée. 3, ils leur ont demandé, à l'occasion de leur marché, mais ça n'a rien coûté, ça n'a pas coûté 1 euro en plus, d'identifier s'il y avait des règles, particulièrement des règles de prudence et de sécurité identifiées en ce domaine. Voilà, on fait appel à un sachant. Quand ils vous disent non, vous avez une ligne de défense. Et derrière, ils ont amélioré leur dispositif, alors que si ça se trouve, demain, il y avait dans un mois un mort avec d'une part une procédure et d'autre part une culpabilité énorme sur les épaules des élus et des techniciens en charge du dossier. Donc vous voyez, cette grille-là doit devenir un réflexe presque. Et ces grilles-là, ces réflexes-là, vous les avez dans presque tous les domaines. Puisque si vous allez prendre des grilles en matière de marché, vous allez identifier ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas, etc. Alors, d'ailleurs souvent le pénal, mais aussi d'autres grilles, domaine par domaine. Par exemple, en matière de fonction publique, il y a de plus en plus aussi de péchés plus ou moins véniels. Du coup, ça glisse vers une gestion du risque par personne et par équipe. Nombre de collectivités partent de logiques d'analyse des risques pour dire, maintenant on va demander aux équipes, y compris dans le cadre de leur projet de service, y compris dans le cadre de leur rémunération et du RIFZEP, de dire, y compris dans les fiches de poste, le boulot du ripper à l'arrière du camion, c'est de vérifier que son binôme n'a pas l'air de se sentir en mauvaise santé et qu'il a bien son équipement. Boum, boum. Ceux de ma génération qui ont fait l'armée, c'est un grand classique que de vérifier si son binôme a son équipement bien et qu'il ne semble pas défaillir. La même chose. Et les deux vont vérifier que le camion ne fait pas de marche arrière et ne va pas à une vitesse au-delà de laquelle il faut rentrer dans la cabine. Mais derrière, on fait un projet de service à budget constant, hiérarchisons les problèmes de sécurité, identifions ce que l'on doit faire et ce que chacun doit faire à son niveau pour limiter l'accidentologie, montrer qu'on s'occupe des agents et diminuer les risques tout simplement. Le problème classique, c'est qu'en ne le faisant pas très souvent, on se retrouve avec des mises en danger, avec des mises en examen, de chefs de service, voire de DGST ou autres, pour des problèmes qui concernent totalement le terrain, mais parce qu'on n'a jamais montré qu'on s'était occupé de l'organisation du risque en aval. Et l'idée, c'est bien de réduire le risque. Les cas d'imputabilité, je parlais tout à l'heure de faire appel aux sachants, que les agents mesurent ces risques et le fait que l'on prend soin de leurs risques, et en cas de difficulté, que chacun ne paye que pour ses fautes. Et qu'on puisse montrer qu'on a tenté de réduire en amont ce risque. Pourquoi? Pour montrer qu'on n'a pas fait de faute caractérisée au sens de la loi Fauchon. Alors, je prends un exemple tout bête. Un jour, nous travaillions sur c'est pas une cartographie des risques, mais ça y ressemblait. Une analyse des risques sous une forme matricielle. Sur un très gros service d'assainissement,
qui a des grands et longs égouts, et un grand nombre de ces égouts donne lieu à des difficultés. Difficultés en termes de maladies, difficultés en termes de consommation de stupéfiants ou d'alcool dans certains cas, et que faire, à quel moment, comment gérer les agents, est-ce que j'en fais que disciplinaire, etc. Enfin voilà. On n'a pas le temps d'évoquer tout ce qu'on a fait pour eux, mais je vais prendre un exemple tout bête. Il y avait des problèmes d'équipement de sécurité. L'idée était de dire, équipement de sécurité, zéro risque dans la grille de la loi Fauchon, et de toute manière c'est une évidence, parce que là c'est des normes impératives. Bon bah zéro risque, mais action de sensibilisation des agents, avec des groupes de travail sur les agents, et des effets énormes, parce qu'au lieu que ce soit le chef qui dit tu mon kikine, mets ton harnais, ton machin et fluo, le truc il se détache, commence à t'enlever ton casque, ça a été les agents qui se responsabilisent eux-mêmes, qui travaillent en binôme, enfin à partir de la base. Bon, bah, ça c'est du management, c'est pas du tout du juridique. Là où le juridique est intervenu, c'est quand ils m'ont dit bon, on a un problème, maître, c'est les agents, il y a un débat depuis toujours. Quand j'ai des très très grandes descentes verticales, est-ce qu'on descend, on passe du temps à descendre en rappel, mais il y a la moitié des équipes qui disent que c'est dangereux parce que c'est de la corde, risque de s'attacher, on risque de s'étrangler, certains espaces sont très larges et on risque de faire ding-dong au bout de sa corde. Et puis d'autres qui disent, mais non, vous êtes fous, parce que si je glisse les premiers barreaux, moi je tombe de 20 mètres, je me brise les jambes, voire je meurs. Vérification faite, je vous parle de ça il y a 4-5 ans, c'est peut-être eu des normes depuis, mais à l'époque il n'y avait pas de normes, sur ce point précis. Eh ben c'était quoi? C'était groupe de... Et les élus, enfin les élus, mes interlocuteurs me disaient, et puis bah, s'il y a un problème, évidemment, c'est nous qui finirons par aller en tôle, parce qu'on nous dira toujours que nous avons commis une imprudence, une négligence, et donc une faute caractérisée, même si on prend la grille de la loi Fauchon. Eh bien, quelle est la manière d'éviter la faute caractérisée? En disant, face à ce problème-là, nous allons traiter pour autant qu'on le peut. Travaillons avec les agents pour que ceux-ci nous identifient et se mettent d'accord entre eux, au moins une très large majorité, quitte à prendre, par exemple, si c'est le cas, un médecin du travail, tout simplement par une personne neutre qui ne représente pas la hiérarchie et qui a une idée de ce qu'est un traumatisme crânien, bon. Ou une jambe brisée, et qui va dire, bon, bah, dans tel et tel cas, finalement, on est d'accord, et sur telle ou telle partie du territoire, il vaut mieux descendre en rappel, sur telle ou telle partie, parce que c'est pas haut, par exemple. Parce qu'on a essayé de se rattraper, on peut ne pas descendre en rappel. Et donc, ou descendre en rappel sur le cas. Et ils ont fini à peu près par se mettre d'accord sur ce qu'étaient les bonnes pratiques. On est à peu près certain que ça va réduire l'accidentologie, si on veut parler de manière pédante, mais on sait surtout qu'en cas d'accident, la hiérarchie aura fait son boulot. Et que les agents se seront focalisés, se seront investis ce sujet au lieu de le subir, dire ah, il y a envie des risques. Non, on est acteur de son propre risque. Et d'ailleurs, du coup, on l'accepte en général beaucoup mieux. Donc, vous voyez qu'une cartographie des risques, pour prendre cet exemple-là, mais on pourrait très bien, je l'évoquais tout à l'heure, prendre l'exemple du fonctionnement d'un service marché. Hein, typiquement, je l'évoquais tout à l'heure, vous voyez qu'il y a une cartographie des risques et des avantages et inconvénients de différentes solutions qui varient selon le cas. On va se retrouver avec, du coup, une analyse au cas par cas, mais qui va conduire quand même à réduire le risque, responsabiliser les acteurs et hiérarchiser ce qui peut l'être. Derrière, ça conduit à une méthodologie de la cartographie des risques qui est le moment le plus passionnant, mais qui pose un problème. C'est que il n'y a pas de bonne démarche ou de mauvaise démarche il n'y a pas la même démarche en tout cas adaptée pour tout le monde. Si vous êtes une très grosse collectivité et que vous êtes adepte des procédures très formalisées, eh bien le classique c'est d'avoir une boîte d'organisation de gestion des risques combinée avec un avocat spécialisé dans ce domaine. Vous allez me dire que je prêche pour ma paroisse, mais la démarche d'analyse, de cartographie des risques juridiques dans le monde très spécial qui sont les collectivités locales, faite par des gens qui ne sont pas des juristes, enfin, où il n'y a pas de juristes dans l'équipe, ne me semble pas très réaliste.
Ce sont des démarches qui peuvent avoir du sens quand il y a des risques qui viennent des process industriels, par exemple, mais pas dans les domaines extrêmement juridiques, normés et spécifiques qu'est le monde des collectivités territoriales. Inversement, nous, sur des petites collectivités locales, il nous arrive de le faire. Simplement, on est aux frontières de notre métier. Alors, il se trouve que nous, on le fait avec des gens en tandem la plupart du temps. Mais imaginez que si vous commencez à dire qu'il faut un cabinet d'avocats plus une boîte quasiment d'orgas, voire un accompagnement comme RH, vous allez vous retrouver avec des choses extrêmement lourdes, alors qu'un des buts est souvent de réduire la charge de service juridique. Donc c'est évidemment, on se rassure, on se fait plaisir, mais c'est parfois idiot, et c'est parfois trop lourd. Car les démarches de type RH orga très lourdes peuvent être parfois aussi bien vécues dans certaines collectivités et très mal dans d'autres. De ce point de vue-là, des démarches que j'ai vues bien fonctionner dans des grosses collectivités donnaient lieu à des fous rires dans des collectivités de proximité et réciproquement. Mais, quelle que soit la démarche des uns et des autres, et vous le voyez là aussi, il n'y a pas de solution unique. Et il y a beaucoup de collectivités qui agissent uniquement sur certains secteurs, au risque que ceux-ci se sentent stigmatisés d'ailleurs, attention. Mais, on a toujours une première phase qui est la description. On va faire quoi? Et rassurer les gens sur le fait qu'on va faire l'orga pour l'orga. Dans ma très lointaine jeunesse, j'ai abandonné le droit pendant 3 ans pour être consultant junior en organisation. Ça fait absolument pas de moi un organisateur, mais j'ai bien vu les collectivités où on se rassurait à faire de l'orga pour l'orga, et en mettant un peu tout dedans, ce qui peut être aussi un défaut, mais en même temps, l'orga est un vrai métier aussi. Est-ce qu'on a une démarche très orga managériale large, au risque d'être lourd, ou est-ce qu'on a une démarche très juridique, au risque d'être trop technique et d'avoir du mal à hiérarchiser? À voir. Ou d'avoir du mal à agir sur les process en aval. Ou autre. En tout état de cause, il faut décrire aux gens ce qu'ils vont vivre. Et rencontrer les acteurs, et à ce stade, ne pas donner l'impression d'intervenir comme un contrôle CRC, comme un policier qui mène l'enquête, mais bien comme un futur facilitateur. Ce qui n'a de sens que si dans la démarche de cartographie des risques, il y a pour ceux qui le font un accompagnement, une petite aide. Je vais prendre un exemple tout bête. On a eu beaucoup de cas où on nous demandait des cartographies de risques en marché public. Si c'est pour auditer quelques marchés publics, prendre quelques MAPA au hasard et quelques gros marchés qu'on audite, les services concernés vont se mettre uniquement en mode d'esquive et d'escamotage de leur responsabilité, en mode méfiance, on va absolument pas avancer. Si dans la démarche on va identifier ensemble des points qu'on pourra améliorer, on en discute, on combine ça avec une formation, puis un accompagnement sur la passation d'un MAPA et d'un gros marché pour tenir compte aussi des enseignements que l'on a eu tous ensemble, de la découverte que l'on a eu ensemble du fonctionnement de cette collectivité, tout de suite les services vont se mettre dans un mode « Ah, ils peuvent m'aider ». Et leur boulot n'est pas de m'engueuler ou de me servir dans un dossier à charge, y compris en disciplinaire. Ça aide. Ensuite, auditer. Et là, il faut identifier quelques audits de gros trucs et puis de temps en temps procéder par sondage. Il y a un petit côté aiguille dans la botte de foin. Et ensuite, bah oui, on va cartographier, mais très souvent, on veut après des choses très très belles esthétiquement. C'est parfois utile. Mais si on nous a demandé d'auditer 70 trucs et de les hiérarchiser par des critères compliqués, ça peut être parfois très pertinent, mais non, on n'aura pas une belle carte qui résume le tout, ou alors elle sera tellement simpliste qu'elle cachera parfois l'essentiel. Mais ce qui est très important, c'est l'accompagnement, et ensuite programmer dans le temps, faire des liens. Il y a telle chose qu'on ne pourra faire que quand on aura résolu au préalable telle autre chose. Et puis, très souvent, cartographier des risques juridiques, c'est identifier ce qu'on sait faire, et du coup ce qu'on ne sait plus faire. C'est la métropole ou la communauté tellement grande que sur les questions de proximité, il faut qu'elle réinvente son lien avec le local.
par des bips techniques avec les services municipaux, par des liens, par des groupes techniques, par de la mutualisation avec des agents de la communauté dans les mairies. Il y a des tas de solutions, mais des solutions, il faut en trouver. Parfois, c'est l'inverse. Je suis une commune et finalement, non, à l'échelle qui est la mienne, je n'ai plus les moyens d'avoir un service instructeur de permis de construire, d'ADS, performant, en tout cas, pas l'été quand j'ai une personne malade, et que pour que cette personne malade soit celle qui est le plus à l'aise sur les permis de construire, car l'autre, vous savez, on le fait faire surtout du certificat d'urbanisme. Eh bien, très bien. Que va-t-on transférer ou mutualiser, par exemple, à l'échelle de l'intercommunalité ou autre. Donc, une des conséquences de la cartographie, ça doit être l'accompagnement, y compris pour qu'au stade de l'audit, on ait été crédible et identifié comme n'étant pas que des censeurs, mais aussi, ça veut dire identifier ce que l'on ne saura pas faire soi-même, ce qu'on externalise, ou au contraire qu'on réinternalise. Ça marche dans les deux sens. Parfois, on externalise énormément de tâches sans les coordonner entre elles, ce qui aboutit à des difficultés considérables. Typiquement, dans la relation avec les cabinets, les avocats notamment, la délégation toujours au même cabinet d'avocats qui se repose sur ses lauriers, qui est censé tout faire, peut être un danger, mais ventiler entre plein de cabinets, chacun pas mobilisé avec un siège juridique qui n'a pas le temps de coordonner ni de donner toutes les informations, c'est un problème aussi, pour prendre cet exemple-là parmi d'autres. Donc, les étapes classiques là qu'on revient dans les grandes théories de business, mais qui ont l'avantage de servir d'aide-mémoire à des choses qui parfois sont évidentes, c'est qu'on commence en général ce temps de démarche par être, il faut que l'administration à ces stades dirigeants et élus soit active, soit proactive, voire un brin directif au début pour montrer que c'est un sujet important. Ensuite, être persuasif pour que tout le monde s'y associe réellement, être participatif, pas façon communication descendante, réellement que ça vienne du terrain et que les gens sentent qu'il s'agit de trouver des solutions ensemble, pour qu'ensuite on soit dans le délégatif. C'est-à-dire que le risque se gère à chaque échelon tranquillement comme il devrait l'être. Car nombre de collectivités gèrent mal le risque juridique aussi parce que tout est centralisé uniquement sur, par exemple, les épaules du DG ou du DG en charge de cela, qui du coup ne peut pas tout faire. Donc, cette démarche doit servir aussi à ce que chaque chose soit gérée à son vrai niveau de risque, mais aussi son niveau d'intervention hiérarchique, et afin qu'à la fin, vous ayez une jolie cartographie des risques juridiques pour avoir la carte au trésor avec des pirates qui sont pas trop méchants. Nous en sommes exactement à 1 heure. Je suis donc fier de moi et très impatient d'écouter vos questions, en vous en remerciant par avance. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, maître. Merci pour la vidéo. Et alors, effectivement, nous attendons vos questions. On espère qu'elles seront nombreuses. Vous êtes sans doute confrontés dans vos collectivités territoriales respectives à cette problématique qu'on ne finit pas d'approfondir et de traiter. Donc, je vous invite à nous poser vos questions concrètes pour qu'on puisse un petit peu démêler ce qui peut vous poser problème au jour le jour. En tout cas, merci beaucoup pour la clarté de votre intervention et pour les exemples qui nous ont permis de mieux visualiser cette question-là. Je vais attendre quelques minutes que les questions arrivent. Ouais. Pour revenir à la... Alors j'en profite pour vous dire que bien entendu le PowerPoint sera mis en ligne et que vous pourrez revoir la vidéoconférence ultérieurement. Vous serez prévenus dès qu'elle sera disponible sur notre plateforme. En tout cas, un grand merci à tous de vous être connectés et d'avoir suivi cette très intéressante vidéoconférence. Bon, attends encore quelques minutes. Moi j'ai une question, maître. Je suis désolée, je vais apparaître. je suis là sans être là. J'étais là quand même. Du coup, l'accompagnement avec un cabinet d'avocats et un cabinet spécialisé un peu en orgueil, il est vraiment indispensable. Enfin, après, c'est vous prêchez pour votre paroisse, mais une collectivité qui veut un peu cartographier ses risques et se dire où sont les risques, elle peut pas le faire toute seule, vraiment pas. Je pense qu'elle peut le faire toute seule. Mais le problème, c'est que on a quand même un tiers qui sont connectés. Ils sont juristes. Oui. Il y a le tiers, si on le fait en interne,
il faut que les services concernés, direction générale et services juridiques notamment, réussissent à être celui qui aura du recul face à l'existant, en étant facilitateur, mais en disant à la DG les problèmes qui se posent. C'est très difficile à faire en externe. En interne, c'est encore plus difficile, d'abord. Ensuite, il y a parfois besoin quand même de dire ce qui ne va pas. Et si quelqu'un doit avoir sur ses épaules le poids consistant à porter d'être celui qui a soulevé telle ou telle difficulté, il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'externe plutôt que quelqu'un qui reste un collègue avec qui on va vivre pendant des années et avec qui on va devoir bosser pendant des années. Ceci dit, l'externalisation intégrale de ce genre de démarche, le problème, si vous voulez, c'est que si on a un cabinet purement d'orga, enfin orga, gestion des risques, etc., le risque, c'est que le juridique soit très légèrement traité, voire ignoré. Mais si on est, par exemple, sur une gestion de risque industriel, voilà, on est un gros syndicat GEMAPien. Le droit est connu, les études de danger, ça existe au stade des aménagements hydrauliques ou des systèmes d'endiguement. On a peut-être très peu de marchés publics à suivre, on a peut-être peu d'équipes RH. Donc sur ces volets-là, assez peu de choses à faire en interne, aujourd'hui en tout cas. Peut-être que finalement, une gestion des risques n'est que finalement dans notre cœur de métier, et on est sur des choses très connues. Et auquel cas, c'est même pas de l'orga, c'est de la gestion technique. C'est-à-dire que c'est l'accompagnement, finalement, au-delà des études de danger, d'une étude un peu plus large que je vais retrouver. Si je suis une commune, et que je dis non, mais moi, je vais faire une démarche spécifique qui n'a pas proprement parlé une cartographie des risques, mais une identification de comment je les gère. C'est-à-dire prévoir des dispositifs d'intervention d'urgence, etc. Pas besoin de juriste à ce stade-là. Le juriste peut jeter un petit coup d'œil. Si, en revanche, je suis un centre de gestion, il va y avoir des aspects orga, mais les aspects vont être très très juridiques, et on aura des structures de cadre, en général avec d'expérience dans pas mal de collectivités, qui font que très souvent le juridique suivra parce que l'orga sera fait en interne. Vous voyez, donc tout dépend des territoires. Si on a une très grosse collectivité, le réflexe naturel, c'est une boîte orga gestion de risque combinée avec un avocat spécialisé comme nous. Plutôt des avocats ne faisant pas de contentieux, enfin faisant. Le contentieux est à peu près un tiers de notre activité. Il y a beaucoup de cabinets où c'est 4/5. Donc évidemment, ça n'induit pas du tout la même culture. Mais le problème, c'est que si vous avez une boîte avec l'avocat qui vient, avec son savoir-faire, son ego, son envie d'exister comme celle de tous les praticiens, une boîte d'orga RH qui voudra exister, le risque, c'est que du coup, on ait fait une structuration tellement lourde que l'on ne soit plus dans un mode écoute où chacun cherche à exister, mais du coup, c'est paradoxalement les services qui risquent d'être trop relégués au second plan. Or, ce genre de démarche ne marche que s'il y a un partenariat de tout le monde. Donc, vous voyez, chaque scénario a ses inconvénients. Sur des domaines où le droit est simple, ou alors si vous avez un service juridique qui est considéré comme très fort en interne, particulièrement directement rattaché au DG, il n'y a plus besoin de faire appel à nous, c'est arrivé, hein. Il y a des démarches entières de cartographie des risques où nous, on n'intervenait pas, si ce n'est de temps en temps pour donner une expertise extrêmement précise, ce qui était aussi l'occasion pour le service juridique de ne pas être celui qui allait porter la mauvaise parole. Très bien, c'est un jeu qu'on connaît tous et qui a ses mérites. Au cas par cas. Si on est une structure avec un juriste unique, qui par définition ne... Enfin, je veux dire, nous, si on approche la trentaine d'avocats, c'est bien parce qu'on a besoin d'avoir des avocats spécialisés dans tous les domaines, enfin dans un grand nombre de domaines, tout simplement parce que le droit est devenu extrêmement compliqué. Donc la situation du juriste généraliste des collectivités qui gère le tout, je la connais bien, puisque moi, en tant que patron de ce cabinet, c'est mon problème. De me tenir à jour en urbain, en marché, etc. C'est infernal. Donc, dans ce cas-là, le juriste qui est tout seul dans sa communauté
a besoin par contre du coup du juriste externe pour avoir une expertise pointue, puisque lui-même est généraliste et chef d'orchestre. Sauf que si ça devient perçu par les services comme étant « Ah ben d'accord, le juriste est tout seul dans son coin, mais là ils sont en train de faire une sorte de super audit pour dire qu'il y a besoin de renforcer le juridique », alors on aura commis une erreur diplomatique majeure. Donc par exemple, si c'est que le juridique, à l'appui d'un service juridique qui lui-même n'est pas très structuré, schéma classique, alors au contraire, il faut que la démarche du service juridique et du cabinet soit au contraire, soit avec un cabinet orga, mais dans ce cas-là ça va être trop cher et ça va être décrédibilisé par le prix, soit que ce soit une démarche d'écoute et d'accouchement de consensus et surtout pas de flicage. Une très grosse collectivité, si c'est une image un peu flicage, mais que derrière on a toutes les ressources en interne avec un service juridique costaud pour dire bon, allez, l'avocat il nous a un peu emmerdé, mais tu vois, moi je suis ton interlocuteur du quotidien et moi, tu vois, finalement, je suis un gentil qui sait te connaître, toi, financier, toi, ingénieur, etc. Au contraire, ça marche super bien. Oui, je prêche pour ma paroisse, oui, bien sûr, notre cabinet est le plus beau du monde, mais en réalité, tout dépend des cas, réellement, et des collectivités, et du rôle du service juridique dans l'ensemble. D'accord. On a une question justement qui vient d'arriver, je vais vous l'afficher. Que pensez-vous d'un management qui pose systématiquement la question du contournement de la règle légale à l'ouverture de tout dossier, sans doute dans une optique de réduction des coûts? C'est une question de Monsieur Foucault. Je pense, si je reste sur mon nombril, que ce genre de managers sont ceux qui en général nous font très peu bosser en administratif, mais qui nous font bien nourrir en pénal. Non, mais c'est... Alors, comment dire, on a tous connu ce genre de collectivité où les choses vont bien, le droit roule tout seul sans être bêta-bloquant, et puis tout d'un coup revient un nouveau DG qui veut n'en faire qu'à sa tête et qui, par mal attitude en général, va faire n'importe quoi. Je ne dis absolument pas que c'est ce qui se passe pour vous, monsieur, bien évidemment. Vous citez un cas qui n'est pas celui de votre collectivité et moi aussi. Comment le gérer? Soit cette personne aimera le management et l'orga, et dans ces cas-là, glisser l'idée de la cartographie des risques a un immense avantage. C'est que ça permet, pour ceux qui disent « Ouais, le droit m'emmerde, avec les juristes on n'arrive jamais à rien faire », ce qui est vrai si vous interrogez le juriste une fois que vous avez fait la connerie. Si vous allez le voir en amont du projet, au contraire, c'est des portes qui s'ouvrent. Mais ça, tout le monde ne l'a pas compris. Le manager auquel vous aurez fait référence ne l'a peut-être pas totalement intégré encore. Alors, la cartographie des risques peut, dans certains cas, pour ceux qui aiment le management, les formalisations cartographiques, etc., parce que c'est joli, c'est flatteur, peut être l'occasion de dire on va hiérarchiser ce qui est important de ce qui n'est pas, ce qui est bloquant, ce qui n'est pas. Ce qui est une manière de rentrer dans le jeu. Je suis un peu optimiste, hein, mais ça peut marcher. Ça peut marcher. Un de mes meilleurs copains est DG. À la base, il était très rétif au droit, hein, au risque de se mettre en danger. Par volonté que ça avance, un peu par malattitude aussi. Et il y a des gens qui savent évoluer, c'est son cas. Alors, qui continuent à être des bulldozers dans l'action publique, c'est au sens positif, mais bon, en hiérarchisant, et dans le cas de la personne à laquelle que j'ai l'esprit, c'est parce que c'est vraiment quelqu'un qui a appris maintenant à hiérarchiser petit risque, risque moyen ou grand risque, au regard de l'enjeu. Au regard de l'enjeu. C'est pas génial. On préférerait tous un risque tout le temps contrôlé et une inégalité tout le temps combattue. Mais voilà, la cartographie des risques peut être un mode d'entrée pour les gens rétifs au droit vers un management du risque. Si cette personne est très riche en testostérone, l'idée de dire je manage le risque est une manière aussi de le dépasser, de se mettre au-dessus, qui psychologiquement peut aider. Deuxième hypothèse, non, décidément on n'y arrive pas, et cette personne, pas le manager auquel vous évoquez, hein, fait connerie sur connerie. Dans ce cas-là, éventuellement, puisque le problème est financier,
faites un petit état de rétrospective sur les coûts que cela induit. Solution, un avocat sur chaque dossier, du flicage et du reflicage égale blocage, lenteur, surcoût, oui, c'est vrai. Mais sur tel ou tel dossier, avoir systématiquement refusé le minimum de contrôle juridique et de gestion des risques, regardez, ça entraîne tel risque, tel risque, tel risque, tel risque, tel danger, tel machin, ça nous entraînait une indemnisation. Le grand classique, c'est l'absence de suivi sérieux au stade des marchés publics de travaux, notamment de leur exécution, au stade du DGD par exemple. Ça coûte combien? Ça a coûté combien en pénalité de nos entreprises, en coûts divers et variés, voilà. C'est le coût de la perception de certaines participations d'urbanisme parce que on n'a pas pu faire le boulot, etc. Et parfois, l'angle financier peut être un moyen que les gens se disent « Ah, je vais gérer financièrement le risque ». Je vais prendre un exemple. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne nomment plus d'avocats et ne défendent même plus les litiges en moins de tant d'euros. Voilà. Une compagnie pétrolière que je ne citerai pas, c'est 6 000 euros. Il me semble qu'une collectivité locale ne peut pas prendre ce risque-là parce qu'en plus, sinon, après, c'est pas un contentieux, c'est 1000 que vous aurez. Typiquement, parfois, il vaut mieux défendre sur une redevance SPANC qui est un enjeu en général financier limité, mais parce que sinon, vous allez avoir tous les usagers du SPANC qui refusaient de payer leur redevance et refusaient que vous alliez faire leur visite. Bon. Mais on peut induire un peu de management financier et ça peut être pédagogique. Troisième possibilité, cette personne est décidément rétive à toute prise en compte des questions juridiques. Et dans ces cas-là, je ne vois pas d'autre solution que pour vous de faire votre boulot en gardant des traces écrites des mesures de prudence que vous conseillez. Comment le faire sans passer pour un emmerdeur? C'est compliqué. Au minimum, ça consiste à dire le degré de dangerosité du risque juridique, c'est ceci. Voilà ce qu'on peut faire au minimum. Mais normalement, moi, je pense qu'il faudra aller jusqu'à là. Pour montrer que vous avez fait des efforts de hiérarchisation et non pas juste d'ouvrir le parapluie, parce que sinon, on est décrédibilisé et la démarche même est décrédibilisée, ce qui est triste, mais c'est comme ça. Si on fait cet effort-là, en général, on s'en sort. Problème. Quand on a une grave infraction constituée ou qui risque d'être constituée, comment faire pour ne pas déclencher le feu nucléaire sans pour autant avoir donné l'impression d'être complice? Et en plus, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, par exemple, s'agissant de harcèlement, on peut avoir la crainte que ça soit une infraction, mais ça peut être aussi, en sens inverse, une dénonciation calomnieuse dont on serait complice. S'agissant, par exemple, d'autres infractions, y compris en matière, par exemple, de pollution, on peut se retrouver aussi avec ce genre de situation inversée. Il m'est arrivé d'ailleurs, sur une infraction que je connais particulièrement bien, qui est la prise illégale d'intérêt, puisque c'était mon sujet de thèse, de voir tout d'un coup une décision particulièrement calme des juges, alors que la personne qui avait dénonçait en réalité, à mon avis, à juste titre, l'existence de cette infraction. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'évolution du droit en matière de lanceur d'alerte, qui est assez rapide en ce moment, mais on va retenir que oui, vous êtes obligé de dénoncer les infractions dont vous avez connaissance, mais qu'en général, ça entraîne un feu nucléaire, y compris sur votre carrière. Comment faire? C'est d'abord une question morale individuelle, mais au minimum, l'astuce consiste à dire « Je ne suis pas juriste pénaliste », alors sauf si vous avez un 3e cycle en droit pénal, là ça va devenir dur, mais c'est considéré « Je ne suis pas juriste pénaliste, donc je ne sais pas pour ce qui est du pénal, mais j'attire votre attention, monsieur le directeur général, sur le fait que là, il y a vraiment une inégalité sérieuse à traiter au stade de tel truc.
et que il me semble au minimum qu'il faudrait consulter un avocat ou au minimum regarder comment sortir de cette situation difficile. Histoire de ne pas avoir rien fait, car le dilemme consiste à dire je dénonce, sous-entendu au PROC, gendarmerie, police, ou autorité hiérarchique, ou au contraire je ne fais rien, mais derrière je risque d'être considéré comme complice, est une situation tellement complexe que réellement l'entre-deux que je vous propose, aussi moralement médiocre soit-il, a l'avantage d'exister et dans la pratique, en général, de faire descendre la tension des uns et des autres de plusieurs crans. Et quand un inconscient commet des conneries juridiques sur conneries juridiques, c'est rarement quand on en fait des tonnes qu'on le calme, c'est en général en lui disant là il y a un vrai problème, on peut essayer de trouver des solutions intermédiaires, si on continue comme ça il n'y aura plus de solution intermédiaire à trouver, ça peut un peu mieux marcher. Donc si je résume, management par la gestion des risques peut calmer ceux des managers qui se foutent du droit pour rouler des mécaniques. Si c'est une question de coût, entrez par la question de coût. Si franchement les gens continuent à aller dans le mur en klaxonnant, au minimum, sans aller jusqu'à la dénonciation au PROC ou au service de police, au minimum le genre de courrier que j'évoquais. Voilà, j'étais un peu long, excusez-moi. Merci beaucoup. Monsieur Foucault, n'hésitez pas à rebondir. Nous avons une autre question que je vais vous basculer également. Ah oui, exact. Apprentissage. Alors, de Madame Linquette, la qualification du risque d'un contrôle de légalité, risque pénal, etc., qui est souvent demandée par la hiérarchie, est-elle juste mentionnée dans le niveau de gravité ? Dans le tableau que j'ai indiqué, oui. Sauf que du coup, vous voyez bien que en réalité, dans ces cas-là, on aurait 150 lignes. C'est-à-dire que tout dépend de la complexité. Si on faisait une cartographie des risques, on aboutira à des tableaux de 10 pages. Donc on est obligé de simplifier ou de faire des tableaux domaine par domaine. Inconvénient, c'est simplificateur. Avantage, c'est pédagogique, notamment pour la hiérarchie. Donc, par exemple, mais c'est rarement risque de contrôle de légalité. C'est-à-dire que risque de contrôle de légalité, ça va revenir si on prend le grille de 3 que l'on avait tout à l'heure. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait la grille avec la détection. Donc, voilà. On avait quel est le risque, la fréquence d'apparition, quelle est la gravité et les probabilités de détection. Évidemment, si un acte ne passe pas par le contrôle de légalité ou ne fait pas partie de ceux contrôlés par le contrôle de légalité de manière sérieuse, la probabilité de détection sera faible. Le contrôle de légalité intervient plus comme détection. Maintenant, si on reste sur la grille la plus classique, on n'identifie pas le niveau de détection, le contrôle de légalité est noyé avec les autres types de requérants. Mais on sait que, mais ça va redevenir cette fois-ci au niveau de la fréquence. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Régime indemnitaire des agents. Et on constate que c'est une collectivité où on a des pratiques qui ne sont pas totalement carrées. La réalité, c'est que le niveau de gravité juridique est assez faible s'il n'y a pas de pénal, si ce n'est pas du copinage, si ce n'est pas d'instruction de pognon. Pourquoi ? Parce qu'on est dans les domaines couverts par Ternon, l'arrêt Ternon, c'est-à-dire que passé le délai de 4 mois, on ne modifiera que pour l'avenir, mais les choses sont dues, sauf fraude, et que en général, donc, on a des situations qui ne sont pas... Je vais prendre un exemple tout bête. J'ai des services publics industriels et commerciaux. Dans les services publics industriels et commerciaux, les agents doivent être de droit privé, sauf le directeur, et dans certains cas, le comptable, c'est aussi à qualité de comptable public. Un grand nombre de collectivités ne respectent pas cette règle. Ils le savent. Avec des lignes de défense qui sont en général faibles, sauf pour mes clients, où évidemment, ceux de mes clients qui sont concernés ont tous des lignes de défense très fortes, bien sûr.
Et je le dis bien sûr au premier degré. Et donc, si on le fait sans aucune ligne de défense, on peut aboutir à des conséquences ennuyeuses, notamment pour certains franchissements de grade pour des cadres de la fonction publique. Si on le fait avec 2-3 mesures de prudence, ces risques peuvent être tout à fait devenus mineurs. Quant au risque de remboursement de somme, je le disais, ils sont traités. Donc vous voyez que là, par exemple, on a... Voilà. Ou alors on élimine totalement ce risque, on passe tout le monde en droit privé, on gère comme on le peut ceux des agents qui refuseraient d'être en détachement ou en mise à dispo. Bon courage. Et voilà. Bon, on a des niveaux de gravité différents, des niveaux d'enquiquinement organisationnel, fonctionnel et dans le dialogue syndical différents selon les solutions. Par contre, la fréquence que ce genre de problème soit identifié lors d'un changement est grande. Lors d'une absence de changement, elle est faible. Bon, on retrouve, selon les scénarios, des matrices de risque différentes. Par exemple, vous voyez, il m'est arrivé parfois d'avoir des dossiers où le risque d'illégalité semble faible. Il suffit que je le dise pour que tout de suite un exemple me vienne à l'esprit. J'ai une convention. Par cette convention, plusieurs personnes publiques et privées se mettent d'accord sur différents éléments d'échangeurs routiers, avec des financements qu'on qualifiera d'offres de concours. En droit administratif, se désengager de ce dossier risque d'illégalité ou d'indemnisation faible. Mais si j'ai un accident, risque de commettre du coup, avec les norias de camion qui est sur place, risque de commettre un homicide ou blessure par imprudence grand. Bon, on glisse tout de suite vers le rouge. Vous voyez ? Je vais prendre un exemple. On constate dans une collectivité qu'il y a une direction qui, mais uniquement sur des MAPA, fait ce qu'elle veut et elle fait vraiment n'importe quoi. Mais vraiment. En pratique, détection faible. Fréquence moyenne, mais niveau de gravité inacceptable. Parce que c'est du pénal. Et parce que, évidemment, qu'on donnera l'impression d'avoir couvert le truc. Vous voyez ? Ça veut dire que, par contre, il faut trouver un scénario de sortie de crise et qui passe ou ne passe pas par la bombe nucléaire. C'est-à-dire des sanctions envers cet agent, etc. Évidemment que là, en général, la réponse, c'est sanctions dures envers l'agent. Mais il est arrivé qu'on me demande d'autres solutions qui sont compliquées à mettre en œuvre pour que tout le monde puisse continuer à être tranquille juridiquement. Vous disiez tout à l'heure que la manière douce, ça fonctionne mieux. La manière douce, mais quand des gens commettent du pénal... Avec un directeur, il faut la manière douce, mais en fait, avec un... non, là, en l'occurrence, c'était pas un directeur, c'était pas un niveau super élevé, mais... Donc là, il faut une sanction disciplinaire. Mais quand c'est l'élu ou le DG, là, il vaut plus utiliser la discipline. Non, ça vous dit non, quand c'est l'élu ou le DG, je me plaçais dans la position du collaborateur de ce DG, tout à l'heure. Donc c'était pas de dire soyons forts avec les faibles et faibles avec les forts, c'est absolument pas le sens de mon propos. Mais de fait, on trouve des solutions. Là, en l'occurrence, dans le dossier que j'avais à l'esprit, toute la question était, j'ai plusieurs cas dans la tête. Il y en a un où on est à peu près certain que l'agent était corrompu en réalité. Bon, feu nucléaire, point, voilà. Mais j'ai eu plusieurs cas où des gens ont fait n'importe quoi, mais réellement pour que les choses avancent, mais en faisant n'importe quoi.
en se mettant d'accord avec des entreprises, stop là, pas de mise en concurrence, des avenants qui n'en étaient pas. Et là, on s'est mis dans une démarche de facilitateur pour trouver des solutions. On découvre des catastrophes. Si on ne dit rien, si on ne va pas dénoncer, on est complice pénalement. Mais en même temps, depuis le début, on s'est mis dans une démarche de facilitateur. Et le gars est de bonne foi. Il est même très fier d'avoir bien fait fonctionner son truc. Donc, à ce moment-là, on se met autour d'une table en disant bon bah oui, enfin je veux dire, non, nous sommes d'accord, hein, on est entre nous, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de caméra, donc tout va bien. Il a pu arriver parfois, effectivement, qu'on se dise bon, t'es fou, je te dénonce pas, mais tu arrêtes plus jamais. Et maître, ce dossier-là, on est bien d'accord, vous l'avez pas examiné, quoi. Voilà. Eh oui. Si le gars est de bonne foi, qu'on arrête, qu'on y met fin, etc. Mais dans ce cas-là, on va mettre en place un flicage très très particulier pour être certain que ça ne se reproduise pas, quoi. Voilà. Je suis d'une génération qui est assez jeune pour ne pas avoir connu les bureaux d'études pourris, et fort heureusement. Mais par contre, je suis d'une génération qui les nettoyait. Bon, bah, il y a différentes manières de les nettoyer. Mais attention, les solutions intermédiaires ne peuvent pas passer par le moindre acte de continuation d'une infraction. Un mot sur un mec génial qui était président du Conseil général de l'Isère, qui fait tomber Carignan, qui nettoie et qui, en découvrant des horreurs, a dit à tous les groupes d'études du groupe politique, vous avez 6 mois pour mettre fin à tout ça. Eh ben, peu importe, il y a eu du coup 6 mois pendant lesquels le mec a été complice. Il ne s'agit évidemment pas de tomber dans ce genre de travers, ça va de soi, c'est une évidence. Mais dans 99% des cas, on ne tombe pas sur ce genre d'horreur. Quand je dis 99, c'est même 99,9. En revanche, on tombe sur des trucs, on se dit, oh là, putain, mais il est fou, les mecs. Bon, allez, voilà, on calme. Vis-à-vis du manager, c'est rarement ça. C'est souvent, effectivement, le gars qui se dit, je veux limiter les dépenses, mon prédécesseur n'avait pas les épaules pour, moi, je prends des risques. Monsieur, prenez des risques d'illégalité pour la collectivité, la belle affaire, si la condamnation, c'est l'annulation d'un acte dans 2 ans, c'est politiquement gênant, pas gênant, ça dépend à quel moment on est dans le mandat électoral aussi, enfin voilà. Si c'est pour prendre un risque au pénal et à titre personnel, c'est idiot et personne ne lui demande en général. C'est juste des gens qui ne prennent pas les 10 secondes qu'il faut pour mesurer la dangerosité. Et là, les analyses de matrice des risques ou de cartographie des risques sont une idée de hiérarchiser. Très souvent, vous avez des managers, de moins en moins souvent, vous avez des managers qui s'affolent au moindre risque juridique. Parce qu'on vit avec le risque juridique. Donc, on n'en est plus à s'affoler parce qu'on est traîné dans le tribunal administratif quand même. Bon. Mais en revanche, on continue à avoir quelques-uns qui, du coup, disent tout ce truc-là, je m'en fous. Une malattitude. Ça, c'est totalement idiot. Et là, justement, une analyse de hiérarchisation des risques et d'études avantages-inconvénients des différentes solutions est une manière souvent de dépasser cela. De fait, le juriste interne aura toujours une connaissance interne, une subtilité diplomatique, une compréhension des enjeux que nous n'aurons jamais. Mais quand il s'agit de comparer des scénarios qui tous sont mauvais, on a un petit atout quand même à être extérieur, parce que de toute manière, on va porter une parole désagréable et proposer des solutions risquées qui seront reprochées derrière en oubliant qu'on les comparait à des solutions pires encore. Et ça, un juriste interne a rarement le luxe de pouvoir le faire avec une totale tranquillité, puisqu'il y a toujours le risque pour lui en interne que dans 5 ans, il soit le gars qui a proposé telle solution, en oubliant que les solutions alternatives étaient pires encore. Bien sûr. Bon, il n'y a plus qu'à. C'est ça. Très bien. On vous remercie pour la réponse.